Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose une sélection de valeurs américaines avec de la croissance à prix raisonnable. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram, dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec ce screener GARP. GARP, ça veut dire Growth at Reasonable Price, c'est-à-dire sélection de valeurs qui ont de la croissance mais qui ne sont pas trop chers en termes de multiples. Pour ce faire, on va aller sur Coifin et on va configurer un screener comme ceci. Donc on est sur une sélection d'entreprises américaines. Pour ce qui est des secteurs, moi j'ai certains secteurs que je préfère éviter, c'est mon choix personnel, vous pouvez les inclure si vous le souhaitez, notamment le secteur de la santé, où moi je trouve qu'il y a trop de potentiel litige, surtout aux États-Unis. Le secteur de la finance, aussi il y a trop de régulation et trop d'opacité dans le bilan des banques notamment, mais également les assurances que je ne sais pas du tout analyser. Et j'évite aussi l'immobilier, qui est un secteur que je ne sais pas analyser non plus. Pour filtrer un peu plus dans industrie, j'ai enlevé biotechnologie, mais c'est inclus dans healthcare de toute façon. Insurance, mais c'est pareil, c'est inclus dans Financial Services. Donc normalement, il n'y a pas grand-chose qui est filtré, on le voit ici, donc ce filtre industrie, il sert pas à grand-chose. Alors, ensuite, les critères quantitatifs que je retiens pour l'analyse. On est sur une croissance composée sur 10 ans de au moins 7%. On est sur l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA de maximum 3. Ça, c'est un critère qui est, on va dire, usuel en finance. C'est-à-dire que si on devait se mettre à rembourser la dette à toute vitesse, sans du coup en arrêtant d'investir, sur 3 ans ça serait possible. 3 ans d'EBITDA, voilà, c'est à peu près la valeur, c'est la signification de ce critère. On va prendre un rendement des capitaux investis à 7%, ce qui est pas énorme, mais ce qui est correct. En tout cas, si c'est en lien avec la croissance qui est sélectionnée ici, c'est-à-dire qu'on peut s'autofinancer avec uniquement la rentabilité qui est dégagée et sans trop s'endetter. Je me limite aux grosses market cap parce que le marché américain c'est pas mon marché domestique. Donc pour avoir une chance de connaître à peu près les entreprises qui vont être sélectionnées, il faut plutôt se concentrer sur des capitalisations qui sont déjà assez grosses et qui sont exposées à l'international et dont on a déjà entendu parler en tant que citoyen européen. Et mon critère de cherté sur ce screening là, ça va être le price to free cash flow. Donc je préfère le price to free cash flow par rapport au price earnings, parce que les price earnings ils peuvent être, on va dire, manipulés en quelque sorte avec des dépenses non cash. Par exemple, si on fait des énormes dépréciations, ça va baisser les bénéfices. Donc on va plutôt se baser sur le price to free cash flow. C'est pas la panacée non plus. Le price to free cash flow il peut aussi être manipulé. Les free cash flow peuvent être aussi manipulés. Donc il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas ça nous donne déjà une première idée sur la cherté de l'entreprise qu'on est en train d'examiner. Voilà, ça ce sont mes critères. On va appliquer ces critères-là et voir ce que Coifin nous donne comme résultat. Donc là, il est en train de faire une requête et je classe. Alors je vais classer par market cap les résultats obtenus. Donc ce qu'on va voir ici, c'est les différentes métriques. Donc le niveau d'endettement. Donc pardon, on part tout de la gauche. Donc le niveau de cherté, le niveau de rentabilité, la capitalisation boursière, l'industrie dans laquelle opère l'entreprise, le montant de la dette nette par rapport à l'EBITDA, la croissance des revenus composés, alors là c'est sur 5 ans, je vais uniquement mettre sur, pour respecter ce que j'ai mis, je vais mettre plutôt sur 10 ans, qui est ici. On va retrouver, je vais enlever ceci également, on va retrouver notre croissance composée sur 10 ans. Ici, on trouve le prix, c'est pas très intéressant. On a le rendement du dividende, ça peut être un élément qui rentre en ligne de compte. Et le payout ratio, donc quel est le montant de bénéfice qui est versé en dividende. Ainsi que le rendement de l'actionnaire qui inclut les rachats d'actions et le désendettement si l'entreprise est endettée. Et on retrouve aussi le secteur qui est un peu redondant avec l'industrie. En fait, l'industrie est inclus dans le secteur. Alors, la première entreprise qu'on va obtenir, c'est T-Mobile US, donc l'opérateur télécom US, qui est un marché qui est un peu moins consolidé que le marché français par exemple. On va dire que c'est comparable au marché européen dans l'ensemble. Si je dis pas de bêtises, c'est une filiale de Deutsche Telekom, T-Mobile, et finalement c'est pas si cher que ça, donc on est à un price to free cash flow de 19, donc bon, c'est cher, mais alors il faut garder en tête que le multiple des valorisations aux États-Unis en général est 25 à 30% plus cher que le multiple de valorisation en Europe. Donc voilà, il y a une surcote pour les actions américaines, ça il faut l'avoir en tête. Ce qu'on voit ici,
c'est qu'on a quand même un petit dividende qui est versé, un rendement d'actionnaire qui est sympa, à 3,40%, avec un payout ratio qui est seulement de 30% du dividende. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on est sur une market cap de 250 milliards, donc on est quand même sur quelque chose d'assez large, et plus les boîtes sont larges, moins l'action est volatile. Et plus il y a de liquidité en règle générale. Donc T-Mobile, c'est déjà un premier dossier à explorer. C'est quand même une entreprise qui fait de la croissance alors que c'est un secteur mature, donc ça peut être intéressant à creuser, et je l'ai analysé sur la chaîne si vous souhaitez jeter un coup d'œil. Deuxième entreprise qui apparaît dans le screener, c'est Booking Holdings. Donc c'est la siège social aux Pays-Bas de mémoire, mais bon, c'est quand même une société américaine. Donc là, on est dans le travel. En fait, on est alors c'est plutôt une plateforme, hein, c'est plutôt de la tech bookings, mais bon, ça reste très exposé à tout ce qui est le tourisme, hôtellerie, restauration, etc. On est sur une rentabilité qui est énorme sur les 12 derniers mois à 41%. Je suis étonné d'ailleurs qu'on soit aussi rentable, mais donc ça permet largement d'autofinancer la croissance qui est de 11% sur 10 ans composé, donc on a de quoi rendre du cash à l'actionnaire, donc il doit y avoir beaucoup de rachats d'actions puisqu'on a un rendement d'actionnaire de 4,4%, ce qui est quand même vraiment satisfaisant. Donc Booking en plus c'est pas trop cher, à 18 fois les free cash flow, il n'y a pas de dette du tout. Donc on est sur un dossier qui se regarde. Si vous voulez que j'analyse sur la chaîne, dites-moi en commentaire, ou sur le canal Telegram, dites-moi sur le canal Telegram si vous voulez que j'analyse Booking. Ça peut être intéressant à creuser. Cheniere Energy, ça c'est un acteur, comme son ticker l'indique, du GNL, donc le gaz naturel liquéfié, qui est en plein boom depuis quelques années à cause de la guerre en Ukraine et la restriction sur le gaz russe. Donc il a fallu s'approvisionner aux États-Unis. On est sur une société donc du coup de secteur énergie, sur une market cap qui est quand même assez intéressante à 56 milliards. Donc là ça devient une mid cap si on compare par rapport aux États-Unis. On est sur un rendement qui est quand même intéressant à 16,5% et sur une rentabilité de 16,5%, une rentabilité des capitaux investis. On a un peu de dette par contre, 3 fois l'EBITDA, c'est quand même un peu élevé. Faut voir est-ce que le management priorise le remboursement de la dette. On est sur un petit dividende, rien de fou, mais par contre il doit y avoir pas mal de soit de désendettement, soit de rachat d'actions pour qu'on ait un rendement de l'actionnaire qui est quand même élevé à près de 6%. Donc on a de la marge pour augmenter le dividende et on a un bon rendement de l'actionnaire avec les rachats d'actions à vérifier si c'est le cas. Je l'ai pas analysé sur la chaîne, si vous voulez que j'analyse, pareil, vous me dites dans le canal Telegram, je pourrais regarder ça. Dr Horton, donc là c'est plutôt intéressant qu'elle se retrouve dans Household Durables, donc dans la consommation durable, alors que c'est plutôt de la promotion immobilière, plutôt un constructeur de maisons, si je me trompe pas. On est sur un multiple qui est pas très élevé, à 16, pas très élevé pour les États-Unis, alors qu'on a une bonne rentabilité des capitaux investis, 15%, et une croissance de 15% sur 10 ans, donc c'est quand même intéressant comme dossier. On a un payout ratio qui est faible en termes de dividendes et un rendement actionnaire qui est à 6,5, donc on est sur du rachat d'actions principalement. Donc là, il faut garder en tête, en règle générale, on est sur plus des rachats d'actions aux États-Unis que sur des versements de dividendes, et c'est pas mal comme ceci parce que le rendement d'actionnaire, le paiement du dividende, il y a un frottement fiscal, alors que les rachats d'actions c'est plus efficient en termes fiscaux. Alors Pult Group, ça je ne connais pas. Consumer Discretionary, donc il faudrait que j'analyse le dossier, mais en tout cas c'est pas trop cher non plus. On est sur une croissance assez élevée à 12%, pas de dette, et sur une rentabilité vraiment bonne à 21%, avec un rendement d'actionnaire à près de 7%. Donc ça c'est un dossier qui mérite d'être creusé, j'irai regarder ça de mon côté plus tard, mais si vous voulez que j'analyse, pareil, dites-le moi sur le canal Telegram, ça peut être intéressant à regarder. Ensuite on a Expedia, donc le concurrent de Booking, et pour le coup, il est beaucoup moins cher que Booking, à 12,2. Maintenant, la croissance est plus faible si on compare Booking, on est sur 11% de croissance sur 10 ans, en composé, avec Expedia, on est sur 9, donc un peu moins de croissance. Le même niveau d'endettement, il n'y a quasiment pas de dette, et on est sur une rentabilité qui est comparable, elle est beaucoup moins forte que celle de Booking, on est que sur 13,5 de rentabilité des capitaux investis,
ce qui permet quand même de financer la croissance, d'autofinancer la croissance qui a 9% sur 10 ans. Donc ça reste correct comme dossier, il y a un peu moins de croissance, c'est un peu moins de rentabilité que Booking, donc c'est aussi un acteur qui est plus petit, c'est pour ça que la capitalisation boursière est plus faible et que le titre est moins valorisé. Mais ça peut être intéressant si on s'intéresse, voilà, un challenger de Booking, et si on veut une boîte qui est un peu moins cotée, qui est moins chère que Booking, ce qui diminue un peu le risque sur l'entreprise. Et on va conclure cette analyse avec Coterra Energy. Donc ça, c'est un spécialiste de l'exploration dans le secteur pétrolier et surtout du coup sur le gaz de schiste. Donc tout ce qui est gaz de schiste. Donc, secteur énergie, on est sur une rentabilité qui est un peu faible à 8% et un prix qui est un peu élevé à 19%. Alors que la croissance est raisonnable et sympa à 11%, il n'y a pas trop de dettes, mais ça m'a pas l'air d'être donc on a mort actionnaire, mais ça m'a pas l'air d'être un dossier si qualitatif que ça dans cette sélection. À mon avis, c'est le moins bon dossier de la sélection ici. Voilà, creusez de votre côté si vous voulez vous exposer à l'amont pétrolier avec l'exploration. C'est tout pour ce screener screener GARP US. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre d'analyse et si vous avez des idées d'autres screeners avec d'autres critères quantitatifs. Je pourrais regarder ça de mon côté et vous faire une vidéo. Si vous avez aimé l'analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.